s'informer au péril de sa vie. C'est la vocation des personnalités qui m'entourent aujourd'hui. Et c'est cette vocation, celle de reporter, que nous allons découvrir. Mesdames et messieurs, bonjour. Camille Courcy, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de vocation. C'est votre vocation depuis quand d'ailleurs, reporter? Eh bien, je gagne ma vie avec depuis 2013. Et depuis toute petite, j'ai voulu être photographe, reporter. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. À côté de vous, Patrick Chauvel, bonjour. Patrick Chauvel, d'ailleurs, comme vos noms ne l'indiquent pas, vous avez des origines corses, Patrick, hein? Ma mère est corse, ouais, elle s'appelle Luciani. Elle est de Ota. Voilà. Exactement. Et vous êtes, vous, reporter depuis 1968? Les premiers reportages, 68. Sur l'offensive du Tet. Voilà, au Vietnam, ouais, la guerre du Vietnam. Tony Comiti, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, Tony. Vous avez été reporter de guerre et aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté. Vous êtes quoi aujourd'hui? Producteur, journaliste. Et journaliste aussi. Donc, je vous ai demandé à tous les trois de me fournir 5 photos qui vont nous servir d'amorce à la discussion. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite la photo emblématique du métier. S'il fallait résumer le métier avec une seule photo, pour vous, Patrick Chauvel, ce serait celle-ci. C'est votre photo. Magnifique photo, Patrick. Racontez-la moi. C'est à Mossoul, il y a 1 an maintenant, à peu près, je ne sais plus, 1 an à peu près. Mais c'est la prise de Mossoul. C'est la prise, oui, c'est la fin de la bataille de Mossoul, c'est la vieille ville. Et en fait, c'est la division d'or, qui est le fer de lance de l'offensive de l'armée irakienne, qui avance dans une rue et il y a un véhicule kamikaze qui a tapé l'avant de notre patrouille, et qui a tapé le tank qui était devant. Et donc, c'est un instantané qui explique bien les dangers de l'offensive. Il y avait beaucoup de mines, de pièges, de snipers et des voitures kamikazes qui fonçaient sur l'offensive. Et il se trouve que mon fils, qui m'avait demandé de me suivre, se retrouve dans la photo. Parce qu'en fait, il était en train de marcher devant moi au moment où la voiture a tapé le convoi. Et donc, pour moi, c'est assez emblématique parce que c'est la relève. Hein, c'est des gens comme Camille qui veulent prendre la suite de ce métier passionnant. Et là, en plus, non seulement c'est mon fils, mais en plus, c'est la jeunesse qui prend la relève. Et il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de l'offensive. Et derrière ça, il y a le danger du métier. Et le photographe à l'intérieur de la propre photo. En même temps, pour lui, c'est pas terrible d'être pris en photo. Justement, parce qu'il a un mauvais réflexe, je pense, ce photographe-là, qui est votre fils en l'occurrence, c'est que lui, au lieu de photographier, il se tourne. C'est-à-dire qu'il a le bon réflexe pour essayer de sauver sa vie, mais en même temps, en rigolant, je lui ai dit, normalement, si tu veux faire la photo, il faut être face à la photo et pas tourner le dos. Donc, il s'est repris juste après, hein, il s'est retourné, il a fait 2 photos de l'explosion. Diffusé dans le match. Diffusé dans le match, et un des éclats qu'on voit en l'air a coupé ces 2 appareils photo en 2, quelques secondes après cette photo. Donc, et en plus, je lui ai dit, parce que je voulais l'embêter un peu, si tu veux faire une photo, il ne faut pas que tu aies le doigt en l'air, là. Parce que sur la photo, on voit bien qu'il a le doigt en l'air et que normalement, il faut le baisser. Et ce qu'elle nous raconte, cette photo aussi, c'est que pendant que la prise de Mossoul, il y a à peu près 60 attaques de kamikazes. Il y a des kamikazes qui arrivent de tous les côtés. De tous les côtés, oui. Là, c'est le danger, en fait. C'était particulier comme offensive, d'abord parce que c'était... En face de nous, on avait une armée de kamikazes, ce qui arrive pratiquement jamais. En général, vous avez des combattants, des rebelles, des soldats, des armées régulières ou pas en face de vous. Ce sont des hommes qui ont des vies de famille, qui sont courageux, qui ont une cause à défendre, mais qui ont envie de vivre, enfin de survivre. Là, non. Tous les types qui étaient en face de nous étaient de potentiels kamikazes, des types qui avaient envie de mourir. Donc ça change un peu la donne quand même. Et puis il y avait des tunnels partout. C'est-à-dire que les positions prises la journée, vous pouvez vous retrouver encerclés le lendemain matin parce que les types avaient attendu qu'on passe et ressortaient par les tunnels derrière. L'enfer. Donc c'était compliqué, on va dire. Camille, vous, c'est autre chose. C'est autre chose et on va regarder. C'est un reportage parce que vous ne faites pas de photos, vous faites plutôt des films. La vidéo. On le regarde et vous m'expliquez pourquoi c'est emblématique. Continuez. Moral. On va battre les anti-Balakala. Les miliciens vident leurs chargeurs au hasard sur tout ce qui bouge. Dernier village avant la brousse, totalement déserté, les habitants chrétiens ont fui avec les assaillants de l'autre côté de la rivière. Morceau par morceau, ils vont tous fuir parce qu'ils nous ont cherchés. On n'a rien dit. Il faut l'opinion internationale regarde ce qui est en train de passer. Ils sont venus avec les machettes, mais nous on a des armes. Et c'est pas nous qui ont déclenché, c'est eux-mêmes. Maintenant c'est les qui vont détruire. Je vous assure, on va assurer la sécurité. Donc là c'est en Centrafrique en décembre 2013. Et pourquoi je trouve que c'est emblématique
Pour résumer le métier, c'est pas forcément cette séquence, mais le reportage et la mission que j'ai effectuée en Centrafrique, je trouve, étaient emblématiques, puisque vers octobre, novembre, à Paris, un producteur m'appelle pour me proposer de couvrir un potentiel coup d'État qui devait arriver depuis la RDC, donc depuis le sud de la Centrafrique. Donc moi, je débarque là-bas en me disant, on fait repère un petit peu Bangui, la capitale de la Centrafrique, et on attend que ça se passe. Sauf que le 5 décembre au matin, je me réveille à 5 h du mat par des coups de feu, et un coup d'État était en cours, mais qui venait du nord. Et donc là, branle-bas de combat, j'appelle la production, j'appelle Canal+. J'ai dit, écoutez, c'est pas du tout ce qu'on a prévu, c'est pas du tout les rebelles qu'on avait prévus, mais il y a un coup d'État quand même, est-ce qu'on le tente? Et du coup, on a refait tout le reportage, et on a changé d'angle, et finalement, je suis partie, bon là, c'est avec les Séléka, donc là, ils sont en train de combattre les miliciens qui essayaient de rentrer dans Bangui, donc ils ont raté ce coup d'État-là, et ensuite, je pars en brousse pendant 15 jours pour trouver ces rebelles qui avaient tenté un coup d'État. Et on fait ce documentaire avec Canal+, alors que ce n'était pas du tout prévu de faire ce documentaire sur les rebelles du Nord. Donc, c'est la leçon, quoi. En fait, Paris demande un reportage, mais en fait, sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on imagine depuis Paris. C'est ça aussi. C'est ça. Reporter de guerre, c'est ça. On est très vite rattrapé par la réalité, en fait. Dès qu'on arrive sur place, on promet toujours des choses. C'est jamais comme sur le papier. Hein. C'est ça, exactement. Il ne se passe jamais ce qu'on a écrit au départ. Et le projet qu'on écrit, c'est jamais ce qui se passe en réalité. Et on ne sait jamais pour combien de temps on part aussi, alors, finalement. Oui. Bah après, il y a les budgets qui fait qu'on ne peut pas partir autant de temps qu'on veut, mais... Réagit le producteur. Non, mais le plus important, je pense que ça fait partie du métier de s'adapter, parce que des fois, on veut absolument coller à ce qu'on a dit à Paris, alors que la réalité n'est pas comme ça. Et il faut s'adapter, et c'est notre job, et c'est ce qui est intéressant aussi. Et Camille fait partie de ces jeunes journalistes qui ne mettent pas des croix dans des cases. C'est-à-dire, au départ, on leur dit il faut faire ça, il faut qu'on ait cette séquence-là pour raconter le film. Bon, ils vont sur le terrain et ils filment ce qui se passe, en fait. C'est ça le vrai travail de journaliste. C'est ça. La qualité dont tu as fait preuve là, c'est l'esprit d'initiative, c'est-à-dire au moment où la situation change, tu suis la situation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba du métier. C'est de comprendre la situation et de faire fi des idées toutes faites de Paris et de foncer dans la direction, parce qu'on est là pour raconter leur histoire et pas l'histoire qu'on imagine à Paris. Voilà, donc on fait notre travail. À Paris, ils rêvent souvent d'histoires qui n'existent pas. Il y a quand même un journal une fois qui m'a demandé, ils m'ont dit, ce serait bien que tu fasses des photos des missiles qui sont lancés sur Beyrouth par un groupe palestinien. C'est pas moi. Non. Et donc je dis, vous êtes sympas les mecs, mais c'est pas moi qui dirige les missiles. Donc je suis tombé dessus par hasard, et il y a un camion qui balançait des missiles. Patrick est capable de s'accrocher aux missiles. Mais maintenant, je tombe. Okay. Et en fait, le journal a pris la photo en couverture et ils ont mis le départ du missile dans l'autre sens pour pouvoir garder le titre du journal. Ouais. Et alors, mes amis au Liban, après, les Palestiniens m'ont dit, Patrick, tu te fous de notre gueule. Si tu regardes la photo, là, par rapport à la mosquée, on tire sur nos propres troupes en renversant la photo. Donc j'ai dit au journal, mais vous êtes complètement con, vous avez changé le sens de ma photo, donc les types tirent dans l'autre sens. Et oui, ils me disent, mais c'est pour le titre. On voit bien le titre du journal. Je dis, mais ils tirent de l'autre côté. Il me dit, non, mais c'est tous les mêmes. Oui, sympa. Ouais, donc là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais bon, quelquefois, il y a des gens. On dira pas le journal, hein. On dira pas le nom. On dira pas le journal, mais donc un producteur, quand il envoie une équipe, en fait. C'est pas France 3 Corse. Il envoie un producteur. Tony, il envoie un producteur alors qu'il ne faut pas qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Comment on sait ce qui va se passer alors, pour le coup? Pourquoi vous envoyez un producteur? Voilà, mais souvent on peut pas les appeler. Pourtant, il y a les portables, mais ça. Non, c'est. Il y a l'instinct. Par exemple, Tony a cette qualité-là, c'est qu'il vraiment il sent. Mais la qualité, c'est d'avoir été reporter avant et d'être producteur après. C'est-à-dire qu'il sent le bon coup, quoi. Ils sont l'histoire. Et il y en a peu à Paris. Et vous ne croyez pas si bien dire quand il sent le bon coup? Parce que justement, vous, dans les reportages emblématiques, vous avez choisi celui-ci, Tony. On va regarder, c'est des images vraiment exclusives. Je ne suis pas sûr qu'on les a diffusées en l'état, d'ailleurs, à l'époque, pour voir combien vous avez du flair. Il suffit de peu de temps dans les rues de Kaboul pour comprendre pourquoi cette peur s'est installée dans les maisons. Nous venons d'apprendre au matin qu'une exécution a eu lieu dans la nuit à un carrefour du centre de la ville. Le pendu restera au bout de sa corde toute la journée pour que tout le monde le voie. De quoi refroidir les velléités de résistance. À Kaboul, il y a quelques semaines, quelqu'un a pris le risque de filmer l'une de ces exécutions publiques. La femme qui est amenée devant les spectateurs n'est pas accusée d'avoir trompé son mari, mais de l'avoir tué. Nous n'en savons pas plus.
Là, on est 3 mois avant l'attentat des tours jumelles à New York. Et j'ai proposé aux chaînes de télé les talibans. On est au mois de juin. Les talibans, personne n'en veut. J'ai des réponses curieuses. T'es barbu, on s'en fout. T'as rien sur Saint-Tropez, t'as rien sur les Français en vacances. Et donc, l'agence, on décide d'envoyer une équipe. Moi, ce que je voulais faire, c'est qu'est-ce qui est interdit à Kaboul. Tout est interdit. La musique, la danse, montrer son visage pour les femmes et tout. Et, Sauf que ça, on ne le sait pas, on est en 2000, là. Hein. Pardon? On ne le sait pas, ça encore. Enfin, on le sait plus ou moins, on est en 2000. Voilà, en 2000, c'est au mois de fin juin. Ouais. Et les talibans, personne n'en parle, ou peu en tout cas, donc ça n'intéresse pas les chaînes. Et on décide d'envoyer Daniel Lenné à Kaboul. Je lui dis, filme-moi tous les interdits. Je savais qu'il y avait des exécutions dans le stade. J'ai dit, surtout, vous ne rentrez pas dans le stade, ni autour du stade, parce que là, si vous faites attraper, c'est vous qui allez terminer sur les potences. Oui, oui, bien sûr, t'inquiète pas, on est prudent. Et tout. Donc, ils sont partis à Kaboul. Ils sont restés 3 semaines, à peu près, où ils ont filmé ces images incroyables et exclusives. Des exécutions dans la ville, des pendaisons, des répressions. Ces images-là n'ont pas été tournées par eux, mais ont été tournées par une association qui nous a confié les images parce qu'ils ne pouvaient pas les sortir pour témoigner. Des Afghans, pour témoigner contre l'horreur là-bas. Ils n'arrivaient pas à les sortir, donc ils ont donné ces images à notre équipe. Et lorsqu'ils sont rentrés, 1 mois après, quand on a vu le doc, bon, j'ai rappelé les chaînes, je dis on a un doc absolument exceptionnel sur Kaboul et sur les talibans. Caisse de résonance sur toutes les chaînes de télévision, on s'en fout des talibans, on s'en fout des barbus. Écoute, c'est la rentrée, il faut qu'on fasse un truc, ou dans le sociétal français et tout ça. Et là, le 11 septembre, c'est l'attentat à New York, et Bush accuse les talibans et accuse... accuse les talibans. Genre, on va reprendre. Ben Laden. Voilà. Et là, Bush accuse les talibans et accuse Ben Laden. Et là, le téléphone sonne. Tout le monde veut ces images. Et ces images sont sorties ont été diffusées, envoyées spéciales tout de suite. On était encore en mixage à 20h. On terminait le mixage à 20h15 pour une diffusion à 20h40 pour envoyer spécial. Donc, voilà. Quand vous envoyez une équipe comme ça, d'abord, il faut envoyer des gens qui sont aguerris. Souvent, on leur demande de ne pas aller sur tel endroit et de ne pas mettre leur vie en danger, mais ils le font quand même. On va avoir l'occasion justement de voir combien vous avez mis, votre vie en danger. Deuxième séquence de l'émission, c'est la photo déclic. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette vocation? On va commencer avec vous, Patrick Chauvel. C'est cette photo qui résume un petit peu beaucoup de choses. Ça résume parce qu'en fait, c'est mon père qui a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans la 2e DB SPAI. Il vient d'être démobilisé et il rencontre Pierre Schendorfer, qui est donc un jeune caméraman qui vient d'être libéré des camps de la mort où ont été envoyés les prisonniers de Dien Bien Phu. Et il travaille, je crois, pour Pathé Journal et mon père pour l'AFP à ce moment-là. Mon père est reporter écrit. C'est la naissance d'une amitié entre ce jeune caméraman et ce jeune reporter qui fait que c'est ces 2 personnes qui vont me parler de leurs aventures, de leurs histoires, du sens de l'éthique, de l'importance de témoigner, etc., qui vont décider que c'est à ce moment-là que je décide, en écoutant ces 2 messieurs, qu'il faut absolument que je fasse ce métier incroyable, qui est une façon de vivre plus qu'un métier. Et donc, en écoutant les histoires de Jean-François Chauvel et de Pierre Schendorfer, je ne vois pas comment j'aurais pu être expert comptable. Et donc vous partez à 17 ans? Je pars à 17 ans pour la guerre des 6 jours. Enfin, la guerre n'a pas encore éclaté. Les Israéliens cherchent des volontaires pour remplacer les jeunes qui sont volontaires. Tous les jeunes ont quitté les kibboutz parce que l'armée israélienne a mobilisé. Ils n'ont plus personne pour ramasser les oranges. Donc ils cherchent des volontaires. Et donc je me retrouve en train de Paris à Brindisi. Et Brindisi, Haïfa en bateau. Et là, je rentre dans un kibboutz et je cueille des oranges. Et parce que tout le monde savait que la guerre allait éclater. Et au moment où la guerre éclatait, j'ai fait le mur avec 2 ou 3 jeunes qui étaient volontaires aussi. J'ai rejoint le front avec un Leica et j'ai raté toutes les photos.
J'avais un anti-sèche, marqué nuage, soleil, mais et en fait, la seule photo réussie, c'est un soldat israélien à qui j'ai passé mon Leica, qui m'a pris en photo. Lui, il savait se servir. Donc il y a 3 photos très bonnes où je pose avec une petite lieutenant israélienne devant le mur des lamentations. Donc j'ai la preuve que j'y étais. Mais c'est tout. C'était complètement raté. Mais j'ai compris. Je n'aurais pas pardonné, moi. Je te le dis tout de suite. Mais là, j'ai compris que j'avais envie de faire ce métier parce que j'ai vu ce qui se passait. D'ailleurs, je suis tombé nez à nez avec Jean-François, qui ne savait pas que j'étais là-bas et qui, lui, Comment travaillait. il l'a pris? Parce qu'il Bah, on s'est vu. savait qu'on risquait sa vie pour faire ce métier. Il vous a rien dit? Non, il m'a juste dit, quand je lui ai dit je voudrais être reporter de guerre et faire de la photo, il m'a dit tu veux être pauvre toute ta vie. On va avoir l'occasion de revenir justement sur l'aspect financier du métier. dit- Il y en a qu'un qui est riche là parmi nous autour de la table. Non, non, C'est lui, c'est lui. je me suis appauvri, on est fréquentant. Hein. Et donc votre deuxième photo, ça sera l'offensive du Tet en Alors après, 68. Et là, j'apprends la ça photo, marchera. Je vais à François faire un stage. C'est là où je rencontre monsieur. Hein, il a 18 ans, moi j'ai 19 ans. Et je gagne un peu d'argent et je travaille au labo de François. On m'apprend la photo, la lumière, etc. Lazarev me vire parce que je me suis battu avec Polanski, parce qu'il m'avait envoyé faire des photos de Polanski. Et donc Lazarev m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit je t'ai demandé de couvrir l'événement, pas de le créer. Donc au revoir. Et je suis parti au Vietnam. Mais Et là, là, la je photo- et là, les je photos savais étaient faire de bonnes. la photo. Il ne se parle plus avec Polanski hein, depuis. Bah, il ne peut plus parler. Là. Camille, Oula. on regarde et vous commentez après. Pourquoi c'est votre déclic? À elle seule, la ronde sinistre de ce char T-70 résume la guerre civile qui meurtrit la Syrie du nord au sud, de Damas à Alep. Et c'est dans le plus grand silence qu'ils installent le câble d'allumage. Donc, Avant toute chose, on voit que là, les images sont signées Tony Comiti. Tout à l'heure, c'était autre chose. Ouais. On en profite pour dire que vous êtes freelance, vous, et vous travaillez pour le plus offrant. non, pas pour le plus non, offrant, non. mais pour celui qui accepte de m'envoyer. surtout. Exactement. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a personne qui vous avait envoyé là à la base. Non, tout à fait. Enfin, j'ai été renvoyée une deuxième fois par Voilà. Tony pour un Expliquez-nous deuxième l'histoire. séjour. Mais alors là, en 2013, moi je viens de finir mes études, j'étais installée au Liban pour apprendre l'anglais et l'arabe. Et Des études qui sont tout à fait... On explique quand même tout. Vous avez un bac mécanique, vous, puis Oui, vous c'est faites ça. des études de bon journaliste. Oui. Oui. Puis un jour, vous décidez de partir, effectivement. Voilà. Où ça se passe? Donc j'ai 20 ans, je vis au Liban. Je décide, j'arrivais pas à travailler au Liban parce qu'il y avait des millions de reporters hyper connus à Beyrouth, donc impossible d'avoir une place en tant que jeune journaliste. Je décide de faire un peu d'argent en donnant des cours de français. Je pars avec 400 €, un espèce de petit appareil photo sans micro, sans rien, qui peut faire des vidéos. Un copain me donne un numéro de téléphone de quelqu'un qui peut m'héberger à Alep. Et puis là, je pars pour la Turquie, sud-Turquie, et puis je prends un taxi, puis je traverse la frontière à pied, puis j'arrive à Alep. Et là, il y a toujours cette question, pourquoi des clips? Parce que le premier reportage, c'est là où on se rend compte si oui ou non on est fait pour ce métier. Parce qu'avant de le commencer, on ne sait pas, on se dit, moi j'ai jamais connu des tirs, j'ai jamais connu des bombardements, est-ce que je vais bien gérer la situation, est-ce que ça va marcher? On ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas fait. Je pense que tant qu'on n'a pas été dans ce genre de situation, on ne peut pas vraiment se connaître. On peut pas... Et donc j'arrive à Alep à 20 ans, je suis dans une maison où il y a 2 autres journalistes qui sont tous kidnappés. Je reste la dernière sur place et du coup je commence à travailler pour l'AFP, pour Arte. Et un des rédacteurs en chef de chez Tony Comiti m'avait appelé juste avant de partir. Quand tu reviens à Paris, montre-nous tes images. Je reviens à Paris, j'avais fait un petit teaser. Moi je n'avais jamais mis les pieds à Paris quasiment, je ne connaissais rien de tout ça. Je les montre à Tony, qui avait l'air intéressé. Et en fait, un mois plus tard, il m'annonce que France 5 achète et qu'il me renvoie pour un mois là-bas. Donc, ça a commencé comme ça, l'histoire. Tony. Je peux vous dire que ce n'est pas une décision facile à prendre, parce que c'est une gamine à l'époque, elle est toujours d'ailleurs, mais elle n'est pas spécialiste des conflits. En plus de ça, sur les chaînes de télé, notamment sur France Télévisions, il y a un veto sur les reportages de guerre, et notamment sur la Syrie. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes de France 2 qui ont été tués, qu'il y a eu des journalistes enlevés. Donc il y a des ordres de France Télévisions de ne plus envoyer de journalistes sur ces lieux de guerre, sur ces endroits de conflit.
et ni même de travailler avec les agences qui produisent ce type de reportage. Donc la responsabilité de France Télévisions et avec les grandes recommandations du Quai d'Orsay, interdiction d'envoyer des journalistes en Syrie. C'est compliqué quand on a une agence de presse, ça veut dire qu'on ne peut plus témoigner. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné. Ils ont gagné puisqu'ils tuent les journalistes, ils kidnappent des journalistes pour qu'on ne témoigne plus. Notre métier, c'est quand même d'informer. Donc là, c'est un débat. Alors, il a fallu se battre. Il a fallu vraiment... On a mis un mois à peu près pour décider, France Télévisions, de renvoyer Camille en Syrie. Moi, j'étais pas très chaud au départ. Hein. Franchement, trop jeune. Et même envoyer des journalistes, jeunes ou pas, sur ces terrains de conflit, à cause des prises d'otages, à cause aujourd'hui, les journalistes sont devenus des cibles, particulièrement à Alep, à l'époque. Et notamment à Alep, on tue des journalistes pour faire l'événement. D'accord ? En montrant les images que Camille avait ramenées, bon, elles ne tenaient pas 52 minutes, ces images, on avait réussi à monter 6 minutes ou 10 minutes à peu près. Donc l'idée, c'était de comprendre mieux la situation, donc de faire un documentaire plus dans le fond. Et c'était assez compliqué. Les gens de France 5 voulaient un feu vert de France Télévisions. Et c'est Patrick de Carolis qui a finalement pris la décision, à nos risques et périls, enfin qui a quand même pris la décision, parce que Patrick était un journaliste et qu'il a bien compris mon discours. Je dis, écoute, ne plus envoyer des journalistes sur ces terrains de guerre, ça veut dire que ces gens-là ont gagné. Ils ont gagné la guerre contre l'information. Petite précision sur la qualité des images quand même, c'est des premières images, c'est ahurissant. Une petite jeune de 20 ans qui fait des images aussi près. Là, elle est avec le sniper quand même. Vous ne devez pas voir ça souvent non plus. Alors, disons qu'elle a filmé, on voit la guerre à hauteur d'homme, et encore, ça sont ces images, c'est une partie du documentaire. Il y a des images encore plus dingues. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est quand on est jeune comme ça? Je ne sais pas. Je pense qu'avec l'âge, est-ce que c'est de l'inconscience ou bien c'est que, voilà, comme disait Patrick tout à l'heure, on suit les gens, on filme. Nous, on n'a pas de fusil, on a une caméra, on témoigne avec eux. On est motivé, on est passionné par ce métier, ouais, c'est une façon de vivre. Et puis, on il faut pas oublier qu'on devient amis ouais. avec ces gens-là à un moment donné. Voilà. On les rencontre. Ils sont des guerriers, ils sont des guerriers, donc ils se protègent eux-mêmes. Et quand ils comprennent, eux, qu'on est avec eux et qu'on est là pour raconter leur histoire et qu'on a pris le risque de venir. Moi, j'ai des gens récemment en Irak qui m'ont dit, mais tu as quitté ton monde de confort pour venir raconter notre histoire. Merci. Oui. Et raconte l'histoire du peuple irakien. Ils sont fiers de voir des journalistes occidentaux s'intéresser à leur combat, à leur vie. Ils sont fiers. Et après, la raison profonde, au départ, qui est assez personnelle, c'est, je suppose, en tout cas, le goût de l'aventure, le goût du risque. On aime ça, on aime voyager, on aime être seul, on aime l'aventure, on aime le risque, etc. Et d'un seul coup, nos envies et nos préférences personnelles s'effacent face au drame auquel on assiste. Et d'un seul coup, on devient journaliste. Moi, ça m'est arrivé au Vietnam, j'ai fait tomber mon appareil photo dans la boue. Je m'amusais comme un fou. Hein. Je montais dans les hélicoptères avec des mecs de mon âge, à fond la caisse, en écoutant de la musique. On sautait des hélicos, on courait dans les champs, on traversait, enfin, je veux dire, des patrouilles avec des Marines, etc. C'était dément. Et un jour, je fais tomber mon appareil photo dans la boue, à côté d'un prisonnier vietnamien, et je crie « merde ». Et le prisonnier me dit « Vous êtes français ?» Je dis « Oui, vous parlez français ?» Il dit « Oui, c'était un commissaire politique nord-vietnamien qui avait été arrêté par les Américains pendant un combat. » Et on se met à discuter. Je ne l'aimais pas particulièrement, parce que ces hommes m'avaient tiré dessus pendant 2 heures. Et il me dit, tes amis américains, et on commence à discuter, et il m'explique sa cause, la raison de son combat. Et d'un seul coup, les Américains me paraissaient un peu moins marrants, quand même. Et puis lui, il m'agaçait aussi. Et en fait, je me suis senti très seul, parce que je n'aimais ni les uns ni les autres. Donc je suis allé voir l'officier américain, je dis, mais vous devriez peut-être le détacher, il a les mains qui gonflent. Et il m'a dit, j'ai pas besoin de ta sensiblerie, Patrick. J'ai besoin de ta sensibilité pour raconter notre histoire et la sienne, si tu veux. C'est un salaud, c'est notre ennemi, mais raconte. Et je me suis senti, d'un seul coup, je n'aimais plus personne. J'étais seul, j'étais journaliste, j'étais au milieu. Il fallait que je raconte ce que je voyais. Compliqué aussi quand des journalistes se trouvent devant des guerriers qui vont exécuter quelqu'un, que faire? Essayer de plaider pour sauver la vie du gars. Ça, c'est très compliqué. C'est arrivé, ça nous est tous arrivé. On intervient quand on peut. Ouais, quand on peut. Il y a rarement la place. Souvent, des gens me disent mais le type est gravement blessé, tu aurais pu l'aider. La plupart du temps, quand il y a un blessé ou quelqu'un qui a besoin d'aide,
il a ses amis. C'est-à-dire qu'on n'a presque pas le temps de faire l'image, il est déjà embarqué. Évidemment, quand le type est seul et que je suis le seul à pouvoir faire quelque chose, je ne fais pas de photos et je l'aide. Et l'appareil, C'est tu l'as évident. retrouvé, l'appareil qui était dans la boue, tu as nettoyé l'optique, parce que il ne nettoie jamais les optiques, c'est terrible. Ah bon? Oui. Il a ce défaut. Tiens, on va venir avec vous. C'est votre photo, ça. C'est votre photo déclic. En quoi c'est une photo déclic, Tony Comte? C'est une photo qui a été prise au Salvador, sur les marches de la cathédrale. À l'époque, j'étais correspondant en Amérique du Sud. Et c'est une époque où il y avait des guerres civiles, Nicaragua, Salvador. Des guerres civiles dans toute l'Amérique centrale. Et c'est l'agence Gamma, j'étais basé à Bogota, en Colombie, qui m'a envoyé au Salvador. Je crois que Patrick est arrivé pour une fois après moi. Donc il a loupé ce truc, il me semble. Pour une fois, non. Et pourquoi? Parce que une photo déclic, pourquoi? Parce que j'ai à l'époque, je dois avoir 23, 24 ans, et je commence à douter sur ce que je vais continuer ce métier, parce que quand on est en agence, on n'est pas salarié. Et que vous partagez les frais avec l'agence, et souvent vos frais sont plus importants que les ventes. Donc, bon, j'ai une famille, à l'époque, il faut la nourrir. Et quand j'arrive au Salvador, j'ai pas un rond, je dois avoir 100 $ en poche. Je paye pas le taxi, le type de l'hôtel m'attrape à la sortie, monsieur, quand est-ce que vous allez me payer? Bon, bref. Et voilà, donc il y a cette fusillade terrible sur la place de la cathédrale où l'armée tire sur la foule. C'était épouvantable parce que les gens tombaient en jetant leur papier d'identité pour pas qu'il y ait de répression sur leur famille. Ils se prenaient des balles dans le dos. Ceux qui arrivaient à réfugier dans la cathédrale fermaient les portes pour pas que les balles et que l'armée rentre. Et les autres qui ne pouvaient pas rentrer ont été abattus sur les marches de la cathédrale. Voilà, donc j'ai envoyé ces photos à Paris, très compliqué parce que l'aéroport était fermé. Donc j'ai envoyé ces photos, je crois, il me semble, par le Nicaragua ou le Costa Rica, je ne me souviens plus. J'ai donné ça à un pilote, donc j'avais fait une dizaine de bobines, donc une dizaine de rouleaux. Donc j'ai donné ça à un pilote mexicain qui faisait San José, Mexico. S'il vous plaît, donnez ça à un pilote d'Air France qui rentre à Paris. Donc, vous voyez, c'est une chance sur 10 que ça arrive. Hein. Donc, les films sont arrivés à Paris. Puis voilà, une semaine après, j'ai été réveillé par un coup de téléphone du rédacteur en chef de Newsweek Magazine qui m'a dit « Vous êtes Tony Comte ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Congratulations, vous faites la couverture de Newsweek et 4 pages ou 5 pages couleur à l'intérieur. Et je vais vous mettre en assignment pour un mois ou 2. » Là, tout d'un coup, vous reprenez confiance. Et voilà. Et vous êtes riche. Non, pareil. Il gagne de l'argent. Non, j'ai payé mes dettes à l'agence. J'ai payé mes dettes à l'agence. Voilà. Non, on n'est voilà. pas riche dans ce métier, ça non, voilà. Donc, si vous voulez, il y a des moments où on se dit, est-ce que je ne vais pas arrêter ce métier? Parce qu'on n'en vivait pas, quoi. Donc, puis finalement, voilà, il y a ce déclic. On a vu les photos déclic. Je vous propose maintenant de voir vos photos mythiques, s'il devait en rester qu'une, quelques images. On va commencer avec vous, Camille. Ce serait celle-là. On les regarde et vous m'expliquez pourquoi. C'est celui qui te paye. C'est ça. Oui, c'est la fin du mois. 2345. Cet argent, c'est la sueur de mon front. Je l'ai bien travaillé, je le mérite très bien. Je mérite plus que ça. On a travaillé, on ne nous a pas tout payé. Avec la souffrance qu'on a endurée ici. Bon, ça nous reconforte quand même un peu parce que ça peut nous payer le transport jusqu'en Italie. Je suis jamais monté sur un bateau. La première fois. T'as pas trop peur? Si, j'ai peur. Mais pas trop. Alors ce reportage, pour mettre dans le contexte un petit peu, c'est un reportage sur des migrants camerounais qui partent en France. Il y avait une autre équipe aussi qui suivait des Afghans à cette époque-là. C'est un reportage que j'ai tourné juste après celui de la Syrie, où j'étais encore en montage sur Alep, quand Tony déboule dans la salle de montage en me demandant « Camille, tu sais nager ?» Pourquoi? Parce qu'il y a un bateau qui part bientôt. Et du coup, juste après, je suis partie pour traverser la Méditerranée avec 500 clandestins sur un boat people. Et donc, il y avait 3 Camerounais qu'on suivait. Il y avait une autre équipe qui les avait suivis depuis le sud libyen jusqu'au nord libyen. Moi, j'ai récupéré au nord libyen. Et pourquoi la photo mythique? Parce qu'en fait, on est les seuls à avoir pu traverser de la Libye, donc Zouara, jusqu'à Lampedusa, en Italie.
Et donc, on n'a pas les images là, mais on était sur le bateau avec eux, avec 500 clandestins. Donc, on se réveille au petit matin, parce qu'ils nous ont fait monter sur le bateau pendant la nuit. On voit rien, on est en plein milieu de la mer, on ne sait pas qui est autour de nous, combien de personnes. Et là, le soleil se lève et on voit le bateau rempli à ras-bord, la cale remplie à ras-bord. Et on se dit, waouh, c'est dingue. Ça y est, on a enfin réussi, parce que ça a été très compliqué pour pouvoir monter sur le bateau avec les migrants. Il a fallu qu'on aille voir le passeur, qu'on lui dise qu'on était journaliste. Il y avait un seul des 10 passeurs qui était au courant qu'on était journaliste, donc il nous a fait passer avec les migrants. Et là, quand on prend cet instant-là, à travers son œilleton de caméra, on se dit, je suis en train de prendre une image que personne n'a réussi à prendre jusqu'à maintenant et qui va rester d'une certaine manière. Parce que ça témoigne... Parce qu'à l'époque, en 2013, on ne parlait quasiment pas des migrants, on ne parlait quasiment pas de ces traversées-là. Maintenant, c'est très à la mode, on en parle dans tous les médias, on voit ça partout. Il y a toujours personne qui monte sur les bateaux. Mais personne n'est monté sur les bateaux depuis. Mais c'est pas la guerre, la Camille. C'est les conséquences. Et vous m'avez donné cette image, oui, mais parce que pour dire aussi que être reporter de guerre, c'est aussi, je pense, donner la parole à des gens qui meurent en silence, finalement. Tout à fait. Qu'ils soient dans la guerre ou pas. Aussi, votre métier, c'est ça, quand même, peut-être, non? Tout à fait. Et puis, il n'y a pas que du boum-boum dans la guerre. Il y a plein de choses à côté, il y a plein de conséquences. Et les gens en souffrent énormément. Et il faut pas laisser ça dans le silence, il faut en parler, évidemment. Et, bon, peut-être pas les Camerounais, mais par exemple, sur le bateau, il y avait 95% des personnes qui étaient érythréennes. C'est à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en Érythrée? Personne n'était au courant à l'époque. Et là, on se découvre, en fait, que c'est une dictature, qu'il y a des gens qui sont tués tous les jours, qui essaient de s'échapper, et qu'il y avait énormément d'Érythréens. Donc, il faut traiter ces conséquences-là, parce que, par exemple, l'Érythrée, on ne peut pas rentrer en Érythrée. C'est complètement impossible pour un journaliste d'y accéder. Mais grâce à des reportages comme ça, on peut parler de certains problèmes qui ont lieu à des endroits où on n'a pas forcément accès. Donc, voilà. Chapeau. Et sur le bateau, ça c'est bien. Enfin, c'est courage de fou, il faut pour monter sur un bateau comme ça, vous avez risqué pour le coup encore. Ça ménager. Oui, je sais nager quand même. En même temps, les gardes-côtes quand même italiens, dès qu'on approche de l'Italie, commencent à tourner en hélicoptère. Voilà, donc et puis on t'avait donné un téléphone satellitaire et puis une borne au cas où si on... Mais je voulais pas qu'elle le montre aux migrants parce qu'on voulait cacher notre identité de journaliste. Sinon, personne ne monte à bord. Oui, tout à fait. Image suivante. Ça vous dit quelque chose? Je ne me rappelle pas de tout, parce que la fumée était assez forte. En fait. C'est vieux. C'est vieux. Alors là, on est d'accord que c'est pas la guerre du tout, Patrick. Pourquoi vous avez choisi cette photo? Parce que pour moi, c'est la seule photo que je continue à vendre et qui m'a rapporté de l'argent. Toutes les autres, les frais ont coûté plus cher. Tous les reportages de guerre, tous les reportages de guerre que j'ai faits, en général, j'étais en négatif. Voilà, par exemple, à Mossoul, récemment, j'ai fait quelques publications. On va dire que les gains se sont montés à 7 000 € et ça m'a coûté 5 000 € de le faire, quoi. Donc, en 3 voyages en Irak... C'est dramatique. En 3 voyages en Irak, quand j'étais en Libye, j'étais avec 2 autres photographes. On est resté 1 mois pour faire la guerre en Libye. Quand on est rentré dans l'avion, on a fait un bilan. À nous 3, on avait en positif 25 €, vu le coût du reportage. Parce que sur ces reportages, vous avez un fixeur qui vous coûte 500 € par jour. Et sans lui, le fixeur, c'est un correspondant local qui aide les journalistes à... Qui parle la langue, qui a une voiture et qui les aide qui vous fait passer les barrages de militaires parce qu'il a les papiers. Ou même à vous trouver des sujets aussi, le fixeur. Non. Enfin, quelquefois, oui. Mais viens quand même... non, sans se faire manipuler non plus. Oui. Non, on fait attention à ça parce que c'est un mec du coin. Mais les fixeurs ont sauvé, les reportages ont sauvé la vie de beaucoup de journalistes. Et d'ailleurs, pas mal de fixeurs sont eux-mêmes devenus journalistes à un moment donné. Mais même le comble aujourd'hui pour travailler dans les banlieues chaudes, dites impénétrables autour de Paris ou de Marseille. Vous avez besoin d'un fixeur. Il y a des fixeurs. Et là, j'étais parti, envoyé par Sigma et par Newsweek, d'ailleurs, comme toi, Newsweek, pour couvrir les élections en Jamaïque, qui étaient assez violentes. Et ça s'est arrêté plus vite que prévu. Et j'avais appelé l'agence en disant, mais c'est pas... J'étais pas trop dans la musique, moi. C'est pas là qu'habite Bob Marley. Ils m'ont dit, non, mais laisse tomber, ça dépend du département showbiz de l'agence. On a essayé de l'avoir, c'est compliqué, il a des rendez-vous, il n'est jamais là, il a plusieurs villas dans le monde. J'ai quand même dit à mon chauffeur, j'ai un chauffeur de taxi à l'hôtel, Bob Marley, il me fait OK. Et on est parti en voiture. On est arrivé à une espèce de grande villa entourée d'un parc avec un mur et une porte. Le chauffeur a sonné. Et là, il y a un petit gars qui m'a ouvert avec un slip sur la tête et des lunettes. Tu sais, les Ray-Ban miroirs. Un gros pétard. Les Ray-Ban miroirs, tu vois.
Il est là. Et lui dit what? Et avant que le chauffeur taxi puisse dire quelque chose, je dis I would like to speak to Bob Marley. Et le type me regarde et dit it's me. Je fais ouais, c'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Et là, il y a le chauffeur qui me file les coups de coude. Et à ce moment-là, il y a un autre Jamaïcain qui est arrivé qui a dit excuse-moi, Bob, hein, j'étais aux toilettes, parce que c'est normalement lui qui ouvre la porte. Et Bob a dit, bah, écoute, ça tombe bien, on a la reine d'Angleterre qui vient nous voir. Donc là, j'ai compris que c'était Bob. Et comme ça l'a fait marrer, il m'a reçu. Et je commence à faire des photos dans son bureau. Et il fume c'est un arbre, c'est même pas un pétard, c'est un arbre. Il fume l'arbre entier. D'ailleurs, quand on était à 1 kilomètre de la maison, il y avait une espèce d'odeur et le chauffeur a dit, il est là. Et il me dit, il me tend le joint. Et je lui fais non, I don't smoke. Et il fait no smoke, no photo. Donc, et no pognon. Et no pognon. Donc je tire une taffe de son machin là. Et c'était horrible. À un moment donné, il est devenu tout petit. Je le regardais comme ça. Et au fur et à mesure, je fais les photos, il réduisait. Et à un moment donné, ils m'ont attrapé parce que j'étais à 4 pattes sur son bureau pour essayer de photographier la chose qui est devenue minuscule. Tu vois, et je le détestais parce qu'il quelle herbe cette que tu as fait? Mais je sais pas. Il est devenu minuscule. Et alors je le détestais parce que j'arrivais pas à le prendre en photo. Tu t'es gouré, tu étais au fichaille. Et à un moment donné, ils m'ont dit allez vous reposer et revenez dans 2 heures. Donc je suis parti à l'hôtel, je riais comme un débile dans le taxi. Ils m'ont foutu dans ma piole et à un moment donné, je me réveille. Merde, 5 heures de l'après-midi, alors que j'avais rendez-vous à 4 heures. Et il y avait 3 plateaux avec des salades au poulet dans ma chambre. Je dis, mais c'est quoi ça? Elles étaient plus ou moins fanées. Tu les as pas fumées au moins? Ben, je fumais tout. Et j'appelle la réception, je dis, mais c'est quoi ces salades dans ma chambre? Et le type, à la réception, il m'a dit, vous n'arrêtez pas de téléphoner et de commander des salades. Et il me disait, mais vous avez déjà commandé une salade. Je hurlais au téléphone, je veux une salade. Donc j'avais 3 plateaux de salade dans ma piole. Donc j'ai foncé chez Bob Marley et je lui ai dit, je suis désolé, j'ai 1 heure de retard. Il m'a dit, non, tu as 48 heures de retard. Putain, donc mais quelle herbe cette photo. Cette photo, vous l'avez prise à quel moment? Je l'ai pris avant de fumer. Avant de fumer. Ça, c'est la dernière photo avant ma mort. Parce qu'après, quand je suis retourné, il m'a dit, le mieux, c'est que tu restes chez nous. Donc j'ai passé 10 jours avec lui dans un scoop incroyable. Je l'ai en train de nager, de jouer au foot, de fabriquer ses propres disques. Et il y a une espèce de sale gamin, là, parce qu'ils avaient comme un village africain autour de la villa, qui me dit Do you want some cake? Et il me donne un gâteau. Et c'était un space cake. D'un coup, il y a des serpents qui sortaient de sa tête. Mais il commençait à avoir l'habitude, les amis de Bob Marley. Donc, en fait, ils m'ont gardé parce que je les faisais tellement rire. Et c'est la photo, c'est la photo qui vous rapporte encore de l'argent. Oui, peu, mais ça n'arrête pas. Ça se vend plus qu'une photo de guerre. Vous avez risqué votre vie. Largement. Alors, il avait quand même un pistolet à la ceinture, hein, monsieur Bob. Quand même. Sa femme avait d'ailleurs pris une balle dans la tête et lui, il avait pris 2 balles pendant... parce que pendant les campagnes électorales, chaque groupe de musique choisit un parti. Et donc organise des soirées musique, etc. Et il y a des bagnoles qui passent et qui tirent sur les orchestres. Et lui, il avait quand même un flingue à la ceinture et il s'était fait descendre une fois quand même. Donc c'est pas loin de la guerre non plus. D'accord. D'ailleurs, il a une musique assez connue qui s'appelle War. Ah bon? Oui. On passe à Tony. Je t'expliquerai, c'est de la musique. On passe à Tony. Tony, vous avez choisi ce reportage-là. Pareil, on le regarde et vous m'expliquez pourquoi. À Miraflores, les affrontements avec l'armée sont réguliers. C'est la chasse gardée de la guérilla, les FARC. Ces rebelles, on les surnomme narco-guerrilleros parce qu'ils taxent toutes les activités liées à la coca. Récolte, laboratoire, transport et pistes clandestines. Un racket qui rapporte gros et qui permet d'alimenter la rébellion. Mais là, on a monté un degré en plus. Hein. Patrick, c'était la marijuana avec Bob Marley. Et là, c'est avec le trafic de cocaïne en Colombie. Donc Miraflores, c'était une ville au nord de la Colombie. Une ville incroyable avec une grande avenue. Alors d'un côté de l'avenue, vous avez les bidonvilles. Et de l'autre côté de l'avenue, une avenue qui fait 40-50 mètres de long, hein, pas plus. Et de l'autre côté de l'avenue, vous avez l'armée, l'église
et la mairie. Et les avions, les DC-3, qui sont ces vieux avions avec des hélices, se posent en permanence dans l'avenue. C'est-à-dire que le pilote arrive, d'abord il fait un passage pour dire qu'il est là, il revient, alors là tout le monde se met à l'abri, vous voyez les chevaux partir, les gens courir, et là le DC-3 se pose en plein milieu de la ville, et il y a les chargements de coke et les déchargements d'armes. C'était incroyable, c'était des villages c'était une ville qui était tenue par la narco-guérilla, donc j'ai filmé des choses invraisemblables, notamment les premières images des labos de coke, où on voyait, c'était le Raymond Oliver de la coke. Le type, il expliquait devant la caméra comment on fait. Alors, on met de l'acide sulfurique, on mélange avec la feuille de coca, après on remet il m'expliquait comme une recette de cuisine, comment on faisait avec ses bacs, là, comme ça. Et en rentrant dans la ville, parce que les labos sont à l'extérieur de la ville, en rentrant dans la ville, l'armée a attaqué. Alors, est-ce qu'ils ont attaqué parce qu'ils ont appris qu'il y avait une équipe de journalistes? Je ne sais pas, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que cette ville n'avait pas été attaquée. Au moment où on rentre dans la ville, l'armée a attaqué. Donc c'était incroyable parce que nous, on était avec les narcos. Narco-guérilla, c'était assez mélangé à l'époque. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. La Colombie a réglé ses comptes avec les guérillas et les narcos, en tout cas sur le papier. Et voilà, on s'est retrouvé en plein combat au milieu de la ville. Mais c'est mythique pourquoi? Ben, Peut-être c'est mythique parce que ça va vous conduire, ce premier reportage, à votre reportage mythique, le jour où vous allez rencontrer Pablo Escobar. C'est ça peut-être ou... Ben oui, c'est mythique pour ça. C'est-à-dire que je vais commencer à m'intéresser au trafic de cocaïne et au baron de la cocaïne. Voilà, donc en fait, quand vous êtes en Colombie, que vous commencez à vous intéresser à ces gens-là, en montant les échelons, finalement, vous arrivez au bout, pas tout de suite, mais vous arrivez au bout au parrain, au grand patron, ce qui m'a permis de faire le portrait de Pablo Escobar du cartel de Medellín. Pour ça, c'est mythique. On va passer aux photos hic, les photos qui dérangent, les photos qui vous ont laissé un mauvais goût dans la bouche. Et on va commencer avec la vôtre, si vous le voulez bien, Camille. La tranquillité paraît s'installer, quand tout à coup... Dans la maison, dans la maison. Par ici, dépêchez-vous, vite. Une voiture vient de nous foncer dessus. Elle a percuté ce véhicule noir avant de continuer sa course plus loin. Les soldats nous interdisent de filmer et nous demandent de quitter les lieux sur le champ. Au milieu de ce groupe d'hommes, un cadavre. Un soldat de l'armée irakienne a été tué par un djihadiste. Nous découvrons un deuxième véhicule et une flaque de sang. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une voiture piégée. Alors là, on est en août 2016, avant la bataille de Mossoul, c'est la bataille de Gayara. Comme on peut voir, c'est le bazar complet. C'est vrai que les images sont complètement... C'est un peu flou, je trouve. Ouais. Et en fait, là, normalement, la bataille est complètement terminée. Les soldats sont en train d'arracher le drapeau de Daesh, tout le monde est tranquille. Et il y a cette voiture qui nous fonce dessus. Alors moi, au début, je ne comprends pas que c'est une voiture suicide. Mon fixeur me pousse et m'attrape et me dit « Mettons rentre dans la maison ». Alors on se cache dans la buisson, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Et cette voiture suicide, donc ils foncent dans la voiture, tuent des mecs et se rebarrent. Et dans la séquence d'après, on voit aussi des mecs... Et il y en a une autre qui arrive. Ouais. Et Mais c'est ça, c'est ce que disait Patrick, tu vois, c'est que bon, la bataille de Mossoul, c'est pas une bataille classique ou standard. C'était pas des soldats contre soldats ou armée contre armée. Il n'y avait aucun front. Et il y a des mecs qui pouvaient débarquer par derrière, par devant, arriver avec des voitures suicides. Moi, en un an de couverture, j'en ai pris 3 quand même de voitures suicides. Parce que là, la deuxième qui arrive, vous l'évitez aussi, quand même, juste pour dire la fin du reportage. Sur ces photos, on a vu des cadavres. Voilà, c'est ça. Comme Patrick le disait aussi, c'était un soldat qui nous accompagnait partout en fait. J'étais souvent avec la même brigade, la 15e division, la 16e division. Et il y avait un gars qui était sur sa tourelle et un gars qui conduisait les Hummers, les blindés, qui venait en général toujours avec nous. C'est toujours les mêmes gars. Donc on se lie un peu d'amitié, on papote, on passe tellement d'heures à attendre sur le front. On ne se rend pas compte, mais 90% du job, c'est d'attendre, mine de rien, d'avoir des contacts, de prendre le thé, de papoter. Et 10% du temps, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ce gars-là, en fait, moi j'étais partie faire des images, cette voiture passe, et quand je reviens, je vois le gars mort par terre. Et là, oui, c'est... Disons qu'on peut prendre une habitude de voir des corps calcinés, on en voit tout le temps des corps. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît, un visage qu'on connaît, c'est toujours différent.
Qu'on a vu avant, qu'on a parlé, avec qui on s'est attaché, avec qui on a rigolé. Là, c'est toujours très différent et on ne ressent pas la même chose. Donc, pour moi, c'était le petit moment hic où, quand on rentre le soir, on dit que la journée était dure. Parce que finalement, vous êtes touché presque dans votre chair, dans ce métier aussi, parce qu'il y a des proches qui meurent tout autour de vous. Patrick, Tony, oui, on perd des vous confrères. Depuis 1968, j'imagine que vous avez dû en perdre. Oui, bien sûr, on perd beaucoup de confrères, on perd aussi des amis, parce qu'on se fait des amis. Je veux dire, moi, chaque conflit, il ne faut pas oublier qu'on y va peut-être quelquefois 10 fois. Un des exemples les plus forts, c'est par exemple Israël-Palestine. Les premières photos, c'est en 67, et j'y vais toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai connus qui étaient lieutenants, qui sont généraux à la retraite aujourd'hui, qui sont toujours mes copains. Et des Palestiniens. Moi, j'ai connu Arafat, il n'avait pas encore son kéfier, il était dans une caverne. Je veux dire, c'est des conflits qui durent quelquefois toute une vie. Ou la guerre Irak-Iran, la guerre Irak des Américains, les 2 offensives américaines, maintenant l'offensive contre Daesh. Moi, j'ai que des Irakiens que je connais depuis 30 ans. Donc, à un moment donné, quand on apprend qu'il se passe quelque chose, ne pas aller sur ce reportage, c'est comme d'apprendre qu'un copain est à l'hôpital et de ne pas lui rendre visite, quoi. Donc, je veux dire, c'est des gens qu'on connaît. Moi, les fixeurs, les militaires, ils m'écrivent toujours. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est un peu inquiétant. Ils m'envoient des petits cœurs avec des fleurs. Je leur dis, calmez-vous quand même. Mais parce qu'ils sont assez romantiques. Donc, ce sont des gens qu'on connaît. Donc, on est touché sentimentalement. Il faut faire attention à ne pas se lier trop d'amitié sur le terrain. Parce qu'on va avancer et qu'on a d'autres reportages et qu'il faut tenir le coup, quoi. Parce que vous avez des gens extraordinaires, très généreux, qui vont mourir. Les confrères qui tombent. Un jour, j'étais avec Patrick à Beyrouth, j'étais avec mon preneur de son, on allait traverser une rue, et un char qui a tiré. Et Patrick me fait comme ça, il me dit on y va. J'ai regardé mon preneur de son, qui était quelqu'un d'aguerri, et qui m'a fait comme ça. Lui, il a traversé, quoi. Donc, on est rentré à l'hôtel le soir, pas de nouvelles de Patrick. Et là, on commence tous à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient l'agence? Non, c'est trop tôt. Ça, c'était compliqué. Puis le soir au bar, j'ai vu un mec. Est-ce que ça ressemblait à un mec? Il était couvert de poussière, avec des Nikon couverts de poussière. Je dis, putain, Patrick. Et il me fait, j'entends plus rien. Oui, donc on s'inquiète, quoi. Quand il y a un copain qui rentre pas à l'hôtel. Mais justement, vous n'en parlez pas trop, mais vous avez peur. Notre métier, c'est pas on n'est pas là pour parler de nous. Hein. Complètement. Le journaliste, c'est normalement l'art de l'effacement. Hein. On voit qu'il y a la peur. Là, on se réfugie dans un buisson. Est-ce que la peur est bonne conseillère ou pas dans ce genre de métier? D'abord, on n'a pas peur. On a des moments où on s'inquiète. Déjà, une espèce de crampe au ventre quand on quitte l'endroit pour aller sur la zone de conflit. Parce que souvent, c'est beaucoup plus dangereux de se retrouver, d'aller sur la zone de conflit que dans la zone de conflit. C'est souvent plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrages, il y a des gens qui ne veulent pas que vous filmiez, et tout ça. Sur la zone de conflit, on est avec les combattants, ils font gaffe à eux, on est avec eux, donc... on est pris par ce qu'on fait, surtout. Il y a l'adrénaline. Voilà, il y a l'adrénaline. La peur, pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet de conversation, en tout cas pas entre nous la plupart du temps. Ouais. C'est pas une question de fierté. Hein. D'abord, si on fait ce métier, c'est parce qu'on aime ça. C'est parce qu'on aime l'aventure, on aime le risque. Moi, je fais de la moto, je roule vite, parce que j'aime aller vite. Et il y a des moments où je déconne, j'arrive dans un virage, je l'ai mal attaqué, je vais me faire un coup d'adrénaline, je vais redresser la bécane au dernier moment. On ne peut pas appeler ça de la peur. C'est un peu ça, le reportage. Non, moi j'ai eu peur, ça dépend. Non. Je crois que où j'ai pensé le plus à la mort, c'est dans les bombardements intensifs. Quand vous êtes dans un immeuble et qu'il y a un bruit épouvantable et que vous ne savez pas si vous allez rester là enterré, vous ne pouvez pas sortir de l'immeuble, les bombes tombent. Oui, c'est parce qu'on est passif. Quand tu as un bombardement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est là où la peur, moi, j'ai ressenti. Mais par exemple, quand vous êtes au combat, vous avez votre instinct, votre physique, vous courez, vous vous déplacez, vous avez des images à faire. On se réfugie derrière notre caméra aussi. Hein. Et puis voilà, c'est beaucoup la plus caméra dur. est une espèce de bouclier. Hein. Il faut vraiment faire une différence entre la peur et l'angoisse. Je crois que c'est la grande différence. Que la peur, ça permet d'avoir des réflexes et de réagir réactivement et rapidement sur un terrain comme ça. Mais après, je pense que ce qui nous définit, c'est peut-être du sang-froid. C'est réussir à prendre des décisions quand c'est le bazar tout autour, que tout le monde a peur. Parce que je pense que la peur, d'une manière ou d'une autre, ça dépend comment on l'interprète. Hein, mais c'est humain et c'est ce qui fait qu'on peut réagir et survivre.
Par contre, on n'est pas angoissés, je pense, tous les trois. Et on Non. arrive à prendre des décisions On est- calmement. Et, On est porté par notre boulot, par ouais, la c'est caméra, les appareils photo. C'est une vraie passion. Hein. C'est une passion. La peur, c'est un peu comme la jalousie. Hein. Ça se gère, plus ou moins bien. C'est vous qui le dites. 4 divorces. Hein, quand même. 4 divorces. Et vous Un 2 seul divorces. un seul pour l'instant. Un seul, ouais, pardon. Et vous êtes... Deux, pas pardon. mariés. Oui, Non, mais ceci dit, ça doit être intéressant d'avoir quelqu'un qui nous attend quand on rentre d'émotions pareilles à la maison. Ça doit être difficile d'être seul, peut-être. Si Ouais, l'appartement- parce que quand on rentre à la maison, en général, on est quand même pas mal en décalage avec les gens qui sont restés. Eh oui. C'est un peu compliqué au début parce qu'ils parlent, on en parle souvent, ils parlent de leurs petits problèmes, de leurs petits machins, et on est autre part, quand on est encore là-bas. Le corps est revenu, l'esprit n'est pas encore revenu. Et il faut toujours 2, 3, 4 jours pour revenir vraiment en France. Moi, je trouve, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Enfin, si le corps est revenu, ça va. Oui, c'est ça, c'est le corps est revenu, mais l'esprit est encore là-bas un petit peu. On voyage super vite, on fait beaucoup d'allers-retours dans plein d'endroits différents, c'est fort. Et c'est vrai que des fois, si on n'est pas avec quelqu'un qui fait le même métier, des fois, on peut se sentir un petit peu en décalage et il peut y avoir un peu d'incompréhension. Oui, moi je me rappelle que quelquefois, des copines qui disaient j'ai eu une semaine de merde, j'ai eu un PV. Et là, je suis là, ok. Oh, waouh! Parce que si je dis je m'en fous, ça va être une mauvaise semaine. Hein, là. Oui, mais on peut 5e raconter divorce. quand même l'histoire. Il y a un divorce qui pointe. Non. Votre premier mariage, vous étiez à peine marié depuis 15 jours. On vous a appelé en reportage et dites-nous la suite. Ben, je suis resté 1 an, en fait, sur le reportage. Sans donner un coup de fil. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Il s'est enfui, en fait. Il s'est enfui. Oui, à l'époque, on était là où on était. Aujourd'hui, vous avez les portables qui vous, qui vous ramènent votre ville parisienne. Moi, j'ai quand même mon banquier qui m'a appelé en plein milieu d'un combat à Gaza pour me signaler que j'avais un découvert. Voilà. Et heureusement, le Palestinien qui était à côté de moi, à ce moment-là, a ouvert le feu avec sa mitrailleuse de 50. Et le banquier, d'un seul coup, a marqué un temps, parce qu'il a évidemment entendu, et il m'a dit, je vous dérange peut-être. Donc je lui ai expliqué la situation, et il m'a dit, bon, j'augmente votre plafond, et on se parle quand vous rentrez. Donc je dis au Palestinien, vas-y, tire, parce que dès que le téléphone sonne, ouvre le feu. Il y a eu 15 morts en face, mais c'est pas grave, pour un petit découvert. Un petit découvert de... Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut être joint. Et moi, je coupe mon téléphone quand je suis sur un reportage parce que il faut que je sois à un seul endroit. Ouais, ça déconcentre vachement. Surtout quand Tony commence à m'appeler en disant tu es en train de dépasser le budget. Ben oui, oui. En fait, parfois, il est au bar de l'hôtel. Hein. Cette photo, elle est très forte. C'est la vôtre, Patrick Chauvel. Les enfants, c'est toujours très très dur, surtout quand on en a. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Pour moi, c'est la guerre à accoucher de ce gamin. On dirait qu'il prie en plus. Et une des premières photos qui m'a vraiment troublé, que j'ai faite, c'était au Cambodge. C'est un jeune soldat vietnamien, cambodgien qui avait pris une balle dans la joue, donc il avait la gueule recouverte d'un pansement. Et pratiquement 50 ans après, je fais la même photo, quoi. Ça n'arrête pas. Donc à un moment, je me pose la question, à quoi ça sert, quoi. Oui, ça sert. Oui, ça sert, bien sûr, parce que pas de témoin, pas de crime. Hein, donc, et puis on dérange. Mais vraiment, ça m'a fait mal, quoi, parce que, en plus, à un moment donné, ils s'en étaient occupés, il avait foutu au soleil, et j'avais fait remarquer à l'aide aux médecins américains, parce qu'il y avait des volontaires américains incroyables qui aidaient les gens à Mossoul, et je lui ai dit, mais ne le laissez pas au soleil. Et il avait un soldat qui était arrivé, qui avait les 2 jambes arrachées, il m'a dit, bah, occupe-t'en au lieu de faire des photos. Donc je l'ai pris, je l'ai mis sur une couverture à l'ombre, et j'ai commencé à lui parler, parce qu'il était en panique, parce qu'il avait pris un éclat de balle dans le front. À essayer de le calmer, qu'il arrête parce qu'il tremblait. Et c'était fou, parce que j'avais l'impression de parler à mon fils quand il était petit et qu'il avait des cauchemars, quoi. Donc j'ai essayé de le calmer, j'avais le même discours, quoi. Et à un moment donné, le père est arrivé et un soldat est venu pour le prendre. Et c'est à ce moment-là où je me suis levé et j'ai pris la photo, quoi. Mais bon, pour moi, ça, c'est des photos qui restent dans ma tête et que je n'arrive pas à enlever. Ce sont des fantômes qui reviennent. Et quand je vois des enfants qui jouent dans un square à Paris, j'ai des flashbacks de ce gamin. Voilà, donc c'est pour ça, c'est des photos difficiles à faire, mais il faut la faire, quoi. Et il y a des gens qui peuvent vous reprocher d'avoir fait cette photo. Il y a un photographe qui avait fait une photo d'un vautour qui attend à côté d'un petit enfant noir, un petit enfant africain, qui est en train de mourir de faim, et le vautour attend.
Le photographe a pris un téléobjectif qui a rapproché... C'était au Biafra ou en Éthiopie, non, je sais plus. Non, je crois que c'était au Soudan. C'est Salgado, non? Non, c'est un photographe qui est mort, qui s'est suicidé après. Et en fait, les gens lui ont dit, le vautour, c'est vous. Il a reçu des milliers de lettres d'insultes. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce que disait Camille tout à l'heure, il y a un avant, et un après sur le reportage. Il s'est aperçu que les gens avaient oublié cet enfant à côté du camp de réfugiés. Donc, il voit tout de suite le symbole, c'est-à-dire le vautour, l'enfant. Il dit ça, c'est une photo symbolique qui résume l'histoire et le drame qui est en cours. Donc, ça va faire beaucoup pour la cause et il y a des gens qui vont donner de l'argent pour aider ces gens. Il prend un téléobjectif pour rapprocher avec l'effet téléobjectif le vautour de l'enfant. Il fait 3 photos. Une photo, c'est 250e de seconde. Et ensuite, il a pris un caillou, il a viré le vautour, il a ramassé l'enfant, évidemment, et il l'a amené chez les médecins. Et ils ont sauvé l'enfant, grâce au photographe. Voilà. Donc, quelquefois... C'est tout le danger, c'est tout de la beauté et le danger d'une photo, en fait. Effectivement, on Quand imagine elle ce qu'il y a est avant et hors contexte. après. Eh oui. Quand elle est hors contexte... Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les journaux ont du mal. Pratiquement, il n'y a plus de journaux qui diffusent ça. Hein. Elle n'a pas été publiée, hein, celle-là. Mais complètement. À part Match, encore Match reste encore Oui, un Match, ils journal. sont bons, ils y vont. On parlait des fantômes. On va réanimer les vôtres, si vous le voulez bien, Tony. Non, regardez plutôt, c'est là que ça se passe, vos fantômes. Un cadavre que vous filmez. C'est Bellerine, ça, c'est peu après l'accident sur les marches, hein, bien sûr, c'est toujours au Salvador. Plus tard, oui, c'est au Salvador, oui. On vous voit avec Bertolino, tous les deux. Ça, vous filmez. C'est pas ça le cauchemar. Le cauchemar, il est après ça. Qu'est-ce qui se passe après ça, Tony? C'est-à-dire, là, donc, on est avec les guerrilleros qui vont attaquer une ville, un commissariat de police et une ville, ils vont prendre la ville. Je crois qu'il y a eu 150 morts en une matinée, c'était terrible. Et évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous arrivez sur des endroits où vous sortez des endroits, c'est là où il y a des barrages, des gens qui font des répressions sur les villageois. Là, pourquoi? Parce que l'armée, qui n'a pas pu rentrer tout de suite, renforcer les militaires qui étaient à l'intérieur de la ville, arrêtait et torturait des gens dans les villages aux alentours. Ceux qui ont laissé passer des guérillas. C'est ce qu'on appelle l'après-combat, quoi, ou l'avant-combat. Et quand on est rentré sur San Salvador, il y avait un barrage avec je pense que c'était des paramilitaires. Ils étaient en train de torturer un type au bord du fossé, quoi, en train de le découper, vivant. Et moi, je suis resté tétanisé. Si on sortait filmer, on nous aurait mitraillé. Si on sort pour porter secours ou dire ne faites pas ça, on subit le même sort. Donc ce sentiment total d'impuissance où j'étais avec Bertolino et mon équipe, on était tétanisés dans la voiture, tétanisés. Et vous l'avez pas fait, cette photo, on n'a pas fait d'image. On n'a pas fait d'image. La lâcheté, j'en sais rien. La peur, j'en sais rien, je sais pas. Mais on est resté tétanisés, on n'a pas sorti la caméra de la voiture. Après, est-ce qu'il fallait qu'on sauve les images qu'on venait de tourner dans la bataille de Berlin? Parce que si on avait été attrapé par l'armée, ils nous auraient cassé les caméras et pris la pellicule. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe à ce moment où on a ce réflexe de ne pas sortir la caméra, de ne pas filmer. Et ça revient dans la tête. Et ce film que vous n'avez pas fait, justement, c'est celui qui vous reste dans la tête souvent. C'est ce pauvre type qu'ils étaient en train de découper au bord d'un fossé, quoi. Donc ça revient de temps en temps, on ne sait pas comment d'ailleurs. Tout d'un coup, à un moment, vous êtes là et où les gens autour d'un verre ou d'un repas sont en train de parler de je sais pas quoi, et tout d'un coup, il y a ça qui arrive dans la tête. Ça et d'autres choses. Les odeurs, quelquefois, moi. Les odeurs, oui. En revenant de combats assez forts au Vietnam, où il y avait beaucoup de napalm. Surtout les odeurs de Je Bob supportais Marley, pas... je supportais plus les barbecues, en fait. La chair brûlée et le barbecue, c'est impossible.
Ou simplement un pot Je suis d'échappement végétarienne dans la rue. Pardon? Je mange plus de viande non plus. Moi. Je suis végétarienne depuis. Je supporte plus de Mais viande. tu sais vrai, Un bout de viande dans mon assiette. Ouais. Non, ouais, non, mais c'est vrai que donc il y a des moments où donc les gens, on peut pas leur expliquer, on peut pas tout le temps expliquer. Une porte qui claque parfois. Ouais, les bruits. Hein. Vous êtes tranquille de chez vous, il y a le voisin qui a fermé la porte un peu fort, ça claque et hop, vous avez ça revient un peu dans la tête. Moi, je me suis ridiculisé une fois aux Champs-Élysées où je faisais le joli cœur auprès d'une jeune fille. Et à un moment donné, il y a 2 Mirages français qui sont passés au ras des Champs-Élysées qui se préparaient pour le 14 juillet. Ils faisaient une répétition. J'ai embarqué toute la terrasse. Parce que je venais de me faire à Beyrouth où les avions israéliens nous bombardaient tout le temps. Et on roulait fenêtre ouverte, je ne sais pas si tu te rappelles, fenêtre ouverte en regardant. Et dès qu'on entendait le changement de régime d'un avion israélien, c'est-à-dire qu'il piquait, on abandonnait la voiture et on se planquait. Parce qu'ils bombardaient toutes les voitures qui circulaient. Puisque évidemment les civils ne circulaient pas, il y avait que les combattants et les journalistes. Donc on subissait tout le temps ces fameux bombardements avec au préalable le rugissement de l'avion de chasse, enfin du bombardier, qui change de régime puisqu'il bombardait en piqué à Beyrouth, pour essayer d'être précis. Et en fait, j'étais en train de parler, j'ai été surpris par ce réacteur et j'ai attrapé la fille et j'ai embarqué tout le monde. Et par réflexe, il y a des gens qui sont tombés aussi, quoi. Et après, bon, c'était un peu difficile pour continuer la discussion. Complètement. Elle m'a regardé en disant, mais il est allumé ce mec. Donc finalement, le rendez-vous du soir n'a pas... Non, c'était non. J'ai regardé un film. On a parlé du présent et du passé. Je vous propose de parler du futur maintenant, avec votre photo, ou vos images en tout cas, fantasmagoriques, c'est tout de suite. Et on va commencer avec les vôtres. Tiens, Patrick. Alors, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas qu'une photo. Ils sont tout petits. Ça, en fait, avant de les regarder, ces images, vous avez placé quelque chose sur vous. On regarde et puis vous expliquez après, peut-être, parce qu'elles sont assez... Ouais, je peux expliquer avant. En fait, c'est un ami américain qui voulait changer la façon de regarder les reportages, parce qu'il pensait que les gens se lassaient, intéresser le public un peu plus près. Donc il m'a proposé de filmer avec un fisheye, c'est-à-dire un ultra grand angle. Ultra grand angle, 180 degrés. Donc ça donne une image ronde. Et après, il la mettait en rectangle. Ce qui fait qu'après, les gens s'étaient envoyés sur les tablettes, enfin par Internet, les bouts d'images qui manquaient, parce que si vous faites un rectangle, il manque le haut et les côtés et le bas. Mais ils sont là. Mais ils ne sont pas dans l'image. À ce moment-là, vous entendez un cri à droite, avec 2 doigts, vous faites ça, vous découvrez les gens qui crient à droite. Donc c'était interactif, c'est-à-dire qu'en fait, les gens regardaient un événement et d'un seul coup, ils décidaient de regarder en bas ou à droite ou à gauche. Donc le public qui regardait l'info pouvait lui-même être comme un caméraman, c'est choisir son angle. Et donc, à un moment donné, il y avait une route principale ici qui était bombardée sans arrêt, c'était en Libye. Les rebelles étaient assez mauvais quand même. Ils reculaient de 60 km dans la journée, ils avançaient de 80, ils paniquaient tout de suite. Enfin, c'est pas des vrais guerriers, c'était un peuple en armes. Et donc, à un moment donné, je dis, on va se faire buter, je vais traverser par le désert, personne ne va tirer sur un mec seul dans le désert, pour rejoindre le front, je vais faire une boucle. Donc, j'avançais assez lentement, parce que ça peut être miné, et au début, j'étais tout seul, et en fait, très vite, on va tirer dessus. Non, vous dites déjà ce qui va se passer. Oui, oui, d'accord. Mais pourquoi, à un moment donné, je mets la caméra sur mon ventre, je sais qu'il y a un grand angle, et donc je prends mon appareil photo pour essayer de faire une photo en même temps. Et sans le savoir, je me filme, en fait. D'ailleurs, à un moment donné, je voyais, je me disais, c'est marrant, il y a des nuages, et en fait, c'était mes cheveux. Ça donne ça, ça donne ça. Ça, c'est son téléphone portable qui sonne. C'est moi qui appelle. Là. Il gâche un peu mon truc. Voilà. C'est dingue. Et ça, c'est la photo. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est du coup, sans faire exprès, donc je me sers de cette image, ça explique comment une photo se fait. Voilà la photo, c'est assez banal, hein, des types qui se planquent pendant un bombardement. Mais grâce à l'image que j'ai fait avant, on voit comment j'arrive à faire cette photo et comment ça se passe pendant et après, quoi.
que le futur du métier, c'est peut-être ça, de faire et de la photo et du film. Le futur du métier, maintenant, avec les caméras sont tellement bonnes, en arrêt sur image, qu'on arrive, moi, il m'est arrivé de faire une publication avec une image arrêtée. Donc, il va y avoir une espèce de personnage hybride. Parce qu'avant, il y avait le photographe, le caméraman, l'ingénieur du son. Déjà, aujourd'hui, le caméraman, le journaliste et l'ingénieur du son, c'est une seule personne. Réduction des coûts. Réduction des coûts. Maintenant, moi, si je veux gagner de l'argent, j'ai intérêt à faire un documentaire, parce que la télévision a plus d'argent, et appeler Paris Match en leur disant je vais faire le reportage. Et quelquefois, quand je filme, je n'ai pas le temps de faire les photos, je prendrai une image de la caméra. Et ce sera une photo en match. Parce que la qualité est tellement bonne maintenant, on filme avec un appareil photo qui fait les deux. Qui filme et la qualité est suffisante. Donc il y aura toujours des grands photographes et des grands journalistes écrits à part, qui seront il y en aura peut-être 20 dans le monde, qui seront des espèces d'immenses stars avec un talent fou. Mais dans le groupe, le pack de journalistes, il y aura des gens qui feront les trois pour survivre. Vous allez survivre encore combien de temps, Patrick? Parce que ça fait combien? Vous avez près de 60... C'est pas loin, hein, près de 70 quand même. Hein. Oui, on n'est pas loin. Hein. Encore on n'est pas loin, on n'est pas loin. 69, 50 ans de carrière, ouais. Plus longue carrière en France, je crois, de reporter. Bon, ça suffit. Là. On ne peut pas parler de ça. Non, la peur s'installe d'un seul coup. Oui, c'est là qu'on a peur, vraiment. La paola. Avec vous, le futur pour vous, c'est ça. Vous m'expliquerez pourquoi, Tony Comiti. Quand les pompiers arrivent, une demi-heure après l'explosion, la tension est à son comble. On va débloquer la rue pour passer. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Dégagez et laissez-nous travailler. La foule leur reproche leur arrivée tardive. Trois enfants sont morts déchiquetés dans cette voiture. En tout, il y a 7 victimes. Soudain, la foule me prend pour un Américain et veut me lyncher. Ça, c'est un reportage qui a été fait lorsque les Israéliens... Par votre fils. Oui, c'est Paul Comiti, là. C'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire que c'est lorsque les Israéliens sont rentrés au Liban, j'avais une équipe qui était, enfin un GRI, un caméraman qui était à bord d'un char israélien, ce qui est très, très rare, et mon fils Paul, lui, qui est parti à Beyrouth, de l'autre côté. Et il y a eu un bombardement, et Paul s'est trouvé là au milieu du bombardement. Il a vraiment failli se faire lyncher par la foule parce qu'ils l'ont pris pour un Américain. Voilà. Donc, c'est pour expliquer aujourd'hui la grande difficulté qu'on a d'aller travailler sur les terrains parce que les images dérangent. Les images gênent, quoi. Elles dérangent. Ça devient de plus en plus compliqué, quoi, aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis même de dire à quelqu'un, vous l'avez déjà dit, mais d'envoyer quelqu'un là, il peut se faire lyncher. Là, votre fils, en plus, pour le coup, c'est une responsabilité. Paul, aujourd'hui, un grand porteur, qui est spécialiste, qui adore les conflits, qui est passionné par les conflits. Il adore les conflits, Tony, mais quand il y a le gouvernement français qui dit là, il ne faut pas aller, là-bas, il ne faut pas, on vous déconseille d'aller, vous êtes votre... C'est pas au gouvernement de dire aux journalistes de ne pas aller sur un endroit. Et c'est dont j'ai peur aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans une information complètement aseptisée. Donc c'est ça ma grande préoccupation. Ça, plus le fait que les reportages de guerre, photo ou caméra, ne marchent plus. Les chaînes ont du mal à faire de l'audience sur ce type de reportage. Aujourd'hui, et notamment en France, là, on est en train de s'intéresser au sociétal français, c'est-à-dire qu'on se regarde le nombril, comme les Américains d'ailleurs. On est en train de se regarder ce qui se passe chez nous, et rien à foutre de ce qui se passe à l'étranger. Alors il reste encore, grâce à Dieu, des émissions de grands reportages, il y a Enquête exclusive, il y a Envoyé spécial, il y a Arte Reportage. Heureusement, on n'est pas beaucoup de pays où il y a autant de pluralité de l'information. Regardez, on a combien de chaînes en France? Une trentaine de chaînes, une vingtaine de chaînes. C'est quand même très rare, avec un nombre impressionnant de magazines et de documentaires. Alors moi, ce qui m'appelle, c'est que ça marche encore. C'est-à-dire que le public français
a envie, a soif d'information. Mais les chaînes et les journaux, voilà. Donc c'est pas uniquement le fait que ça soit dangereux, c'est parce que ça marche plus tellement. Mais ça marche encore. La preuve, le futur, il est là. Il est là, il est en plateau avec nous. Et mon fils. Et votre fils. Et le mien, alors. Et le tien. Ah oui, parce qu'on a fait, voilà, on a fait des fils reporters. J'en ai deux, moi. Il y en a un qui est au Cambodge actuellement, et l'autre qui va partir je ne sais où. Voilà. Et il y a Camille qui est partie il y a peu de temps en Irak, et vous êtes en train. C'est des images exclusives parce que vous êtes en train de monter ce reportage. Exactement. Et ça donne vraiment envie. On regarde et vous m'expliquez après, peut-être. Hein, c'est la première fois que quelqu'un en est. Exactement, en exclusivité. Inédit. Ouais. Today, we will begin to liberate Mosul. Look to them all. Say, we liberate Mosul. Donc voilà, moi, pourquoi j'ai voulu montrer cette séquence? Bon, c'est en plein montage et tout ça, hein, mais c'est, je suis très nostalgique de l'époque de Patrick et de Tony, à l'époque où des journalistes pouvaient partir avec un mot dans le couloir, avec le patron, et on partait pour 2 mois en reportage. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Chez nous, la jeune génération, il faut faire des dossiers, ça dure des mois. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, en général, c'est de partir seule, de partir à mes propres frais et de partir de mon côté, parce que j'aime prendre mon temps et que je pense que on ne peut pas faire le même travail en 3 ou 4 jours de tournage comme en 6 mois de tournage où on revient régulièrement voir des mecs. Là, le général Najim El-Jibouri, qui est donc en charge des opérations sur la plaine de Mossoul, la plaine de Ninive, j'ai rencontré au moins 3 mois avant la bataille de Mossoul où on commençait à parler, où j'ai commencé à le filmer, j'ai commencé à l'adopter. Et là, c'est le premier jour et il me fait dormir sur la base le jour où ils vont commencer la bataille pour que j'ai les premières images. Et je pense que c'est le futur parce que on le sait bien, maintenant tout le monde peut filmer avec un téléphone portable, des news, tout le monde peut faire des images et raconter ce qui se passe, peut donner des faits. Mais par contre, je pense qu'on ne pourra pas nous remplacer sur le côté analyse, anthropologie, sociologie, le fait de rester très longtemps avec des personnages, de prendre le temps de raconter des histoires et de voir que des fois la réalité est très complexe. Plus on reste de temps sur le terrain et plus on se rend compte qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Je disais, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des bons et des mauvais dans chaque camp. Et que... Qui ont le même âge d'ailleurs. Qui ont le même âge. C'est des gamins en général. Il faut passer beaucoup de temps et je pense qu'il faut reprendre le temps, même dans les documentaires, de faire des séquences un peu lentes, un peu longues pour nous mettre dans l'ambiance, pour nous faire rentrer dans cette ambiance qui est quand même très particulière de la bataille de Mossoul. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu montrer. Je pense que ça peut être le mot de la fin. C'est qu'on n'a plus que jamais besoin de vous, je pense, en fait. Hein, on ne travaille pas que pour le news ou la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective, quoi. Donc un reportage qui ne passe pas à la télé reste quand même. Et c'est ça qui est bien de faire un travail comme ça sur la longueur. C'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les gens pourront aller chercher ces images et comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi, 20 ans après, l'Irak est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'on a la genèse de l'histoire derrière. Ouais. Et pour ça, il faut des témoins. Mais regardez les photos qui ont été faites en 14-18, hein, qui sont à la une de tous les journaux aujourd'hui. Ouais. Il y avait déjà des témoins en 14-18. Vous voulez pas finir, en fait. Hein. Vous voulez pas qu'on s'arrête. Il va falloir s'arrêter. On s'arrêtera quand on sera vieux. Merci infiniment à tous les 3. Je suis sûr que vous avez créé des vocations. C'est indéniable. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve une prochaine. Au revoir.